Ce sont les deux exercices que j'aimerais que vous fassiez, d'accord? Le 42 et le 43. C'est ça. Et du coup, la question c'est, quelle est la chose que je peux déterminer? Est-ce que c'est la limite de f de x, du coup, pour x qui tend vers moins l'infini? La même chose, mais pour x qui tend vers 0? Ou la même chose, mais pour x qui tend vers plus l'infini? Eh bien, honnêtement, si j'étais vous, même en oubliant de connaître les théorèmes de comparaison, moi, si j'étais vous, tout simplement, je me ferais un petit schéma pour me rappeler, en fait, de quelle est la chose que je sais d'un point de vue purement graphique. Vous savez quoi? Vous savez que si vous vous mettez dans un repère, eh ben, x plus 1 doit être inférieur ou égal à f de x, autrement dit, f de x lui est supérieur. Mais qui est exactement la droite x plus 1? J'ai dit droite parce que vous savez que c'est une fonction affine, n'est-ce pas? X plus 1. C'est de la forme ax plus b. Et donc, c'est une droite qui est très simple à tracer. C'est cette droite-là. Soit vous pouvez le faire à la calculatrice, soit je pense que c'est faisable de tête. C'est cette droite-là, exactement. Et encore une fois, je suis en train d'en donner une représentation très schématique. Hein. Vraiment, c'est pas important d'être précis ici. Mais du coup, vous savez quoi? Vous savez que f de x, elle doit être située au-dessus. Si elle est située au-dessus, je ne sais pas exactement où elle est, mais pour moi, ce qui est certain, c'est qu'elle ne pourra jamais se trouver dans toute cette portion-là du repère. Impossible, juste impossible. Elle doit être au-dessus, donc ici, elle peut faire absolument ce qu'elle veut, hein. Donc, je lui donne un comportement absolument irrégulier, hein, mais elle est quand même censée rester au-dessus de x plus 1. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais elle va rester de toute façon toujours au-dessus de cette droite. D'accord? Et si elle reste au-dessus de cette droite, bah, moi, je sais que quand x va tendre vers moins l'infini, d'accord? Donc, ça veut dire que je suis quelque part dans cette partie-là. Bah, il n'y a pas vraiment grande chose que je puisse dire parce que du coup, ça veut dire que la fonction, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Elle peut bouger, elle peut aller n'importe où. Quand x tend vers 0, bah, c'est la même chose. Regardez, ici, j'ai tracé, donc là, je suis autour de 0, hein, dans cette partie-là. Et là, j'ai tracé une version de la fonction f de x, mais je peux en tracer une autre si je le souhaite. Par exemple, une fonction qui fait, bah, ça, par exemple. C'est tout aussi bien possible qu'une autre fonction qui fasse ça. D'accord? Donc, vous voyez, f n'a pas d'obligation de comportement autour de 0. La seule chose que je peux affirmer, c'est son comportement quand x tend vers plus l'infini. Parce que là, je sais que la fonction f de x, elle sera de quelque façon poussée vers le haut, du coup, par la fonction affine rouge que je traçais juste ici. Vous voyez, j'espère, hein, dans les deux exemples de la fonction bleue ou de la fonction Foucha, vous voyez clairement que ces deux fonctions-là, les deux, en fait, tous les deux, elles sont poussées vers le haut. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment ça la base du théorème de comparaison dans la version des fonctions. Donc ici, vous pouvez dire que c'est seulement cette troisième limite que vous pouvez déterminer. Et vous pouvez même dire, hein, ça fait du coup plus l'infini, car la limite pour x qui tend vers plus l'infini de x plus 1 est bien égale à plus l'infini. Et donc, c'est le théorème de comparaison que vous appliquez ici. Bon, revenons rapidement à la deuxième. Donc, la deuxième, c'était f de x inférieur ou égal à x plus 2. Et c'était la même question. F de x inférieur ou égal à x plus 2. Donc, je me la note juste un instant. Alors, à côté. F de x inférieur ou égal à x plus 2. D'accord? Voilà, c'est juste l'inégalité inversée. D'accord? Cette fois-ci, on est dans l'inférieur ou égal. Et donc, d'un point de vue, encore une fois, très schématique, si je fais mon petit repère, la fonction affine, ici, c'est non plus x plus 1, mais x plus 2. Donc, elle passera par le point d'ordonnée 2 et d'abscisse 0. Et ensuite, elle sera faite à peu près comme ça.
D'accord? Et vous savez cette fois-ci que f de x, elle est inférieure. Donc, ce qui lui est interdit cette fois-ci, c'est toute cette partie-là que je suis en train de barrer. Ça, c'est domaine interdit pour cette fonction. Donc, ça veut dire que la fonction f, encore une fois, je vais la représenter en bleu clair, elle va être tout le temps coincée dans cette partie-là. Alors, je ne sais pas comment elle va se comporter. J'en sais absolument rien. Mais je sais qu'elle va être coincée dans cette partie-là. Et donc, tout ce que je peux conclure, encore une fois, c'est que quand la limite est pour x qui tend vers moins l'infini, la limite de la fonction donnera comme résultat moins l'infini, car la limite pour x qui tend vers moins l'infini de x plus 2, eh bien, ça fait moins l'infini. Et donc, encore une fois, il y a ce phénomène de, moi je l'appelle la poussée, hein, c'est pas très mathématique, mais j'espère que ça vous donne au moins l'idée de ce qui doit se passer. Vous voyez, la fonction rouge, elle oblige de quelque façon les deux autres fonctions à se trouver en dessous d'elle. Et comme elle va vers moins l'infini, les deux autres aussi, elles doivent suivre. Elles n'ont pas trop le choix. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? C'est même trop simple, je vous ennuie? Je vois la tête, des têtes même, au pluriel, un peu, c'est facile. D'accord? Donc le troisième, ça, cette fois-ci, c'était pas un QCM, c'était soit f une fonction définie sur R telle que on a f de x est inférieur ou égal à x plus 3. Calculer cette limite. Donc, cette fois-ci, je peux le faire même ici, je pense. Je peux écrire là? Oui. Donc là, vous avez que cette limite-là, elle tendra vers moins l'infini, merci. Et donc, je peux en déduire la limite de la fonction grâce au théorème de comparaison, encore une fois. D'accord? Donc, c'est ça l'outil théorique. N'oubliez pas de le mentionner, c'est l'outil théorique, théorème de comparaison pour les fonctions, du coup, sous-entendu. Et du coup, cette limite-là, c'est encore une fois moins l'infini. D'accord? Car la fonction, elle est inférieure à x plus 3, et x plus 3, déjà, il tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, on peut dire que f de x, je vous résume un peu, hein, mais ça tend vers moins l'infini du coup. Ok? Bon, si vous avez compris, ça ne devrait pas trop vous poser des problèmes. N'est-ce pas? Yes. Bon, super. Je vais donc passer aux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. C'était ces deux-là, et c'est deux exercices auxquels je tiens particulièrement parce que on commence à aller vers un niveau de difficulté intéressant, notamment le 92. Alors, je vais pas dire que c'était difficile ni que c'était facile, c'était, je pense, j'estime, j'espère, un niveau de difficulté plutôt juste. Et la chose intéressante ici, c'est que c'est un exercice vraiment de difficulté bac. Et donc, restons juste un instant le lire ensemble avant de le faire. Regardez, qu'est-ce qu'il nous demande? Soit u de n, la suite définie par u0 égale 1,8, et pour tout antinaturel, u de n plus 1 égale 2 divisé par 3 moins un. Ça va. Démontrer par récurrence, attention, il nous le demande de façon plus explicite, c'est impossible, donc c'est vraiment par récurrence, hein, c'est ça, que cette suite elle est bornée par 1 et 2. Remarque, s'il nous demande de le démontrer par récurrence, c'est que c'est vrai. Donc imaginez que vous avez échoué à cette tâche. C'est pas grave. Vous pouvez passer à celle d'après en sachant quel est le résultat que vous êtes censé obtenir. C'est comme ça en général qu'ils sont faits les sujets de bac. C'est-à-dire que toutes les questions en général contiennent la réponse, ou s'ils ne la contiennent pas, ça devient il est relativement facile de la déterminer. D'accord? Ici, il vous demande de démontrer par récurrence quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose-là, il est vrai, et du coup, il est utilisable lors des questions qui suivent. La même chose pour la deuxième question, on demande explicitement de démontrer quelque chose par récurrence. Et regardez la troisième question. Il vous dit de conclure sur la convergence de la suite UN. Ça veut dire que, une fois que vous avez fait la question 1 et la question 2, pour la question 3, c'est faisable. Ça doit être faisable parce qu'il ne vous dit pas de chercher un truc qui vient de nulle part. Il vous dit de conclure, ça veut dire que c'est la suite logique du raisonnement. On va voir pourquoi je dis ça. Et enfin, vous aurez remarqué sûrement que l'exercice était marqué calque en haut à gauche, juste là. C'est parce que avec une calculatrice, on va conjecturer, cette limite de la suite. Attention, conjecturer, donc ça veut dire sans preuve. Et je me suis rendu compte, en parlant la dernière fois avec Nadrada, que il vous manquait un petit outil avec la calculatrice. Et donc je me suis dit, peut-être que c'est la peine quand même que je leur dise comment on fait ça. J'espère qu'on est bon. On y va. Est-ce que vous avez essayé de le faire tous?
Qui n'a pas essayé? D'accord? Bah, super. La plupart du coup l'a fait et je vous vois assez déprimé, donc j'imagine que ça s'est pas super bien passé, c'était pas un super succès de ouf incroyable, mon Dieu. Non. Oui? C'était quoi les exercices? Les 92, 93. J'avais juste pas entendu. J'avais compris que tu avais dit 90. C'était quoi la question du coup? Non, c'est bon. Tu t'es trompé sur les exercices? Oui. Ok, ça arrive. Ok. Alors, 92 du coup. Alors, je vais me noter les données de la suite. S'il vous plaît, même si vous l'avez vraiment fait, que vous pensez que vous l'avez bien rédigé, faites-le avec moi quand même, ok? Démontrer par récurrence la propriété P de n suivante, c'est-à-dire le fait que la suite elle est bornée par 1 et 2. Donc, par 1 et 2. Donc, ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à 2. Ça, c'est la propriété P de n que je dois démontrer par récurrence. Encore une fois, je tiens à l'identifier parce que c'est super important. Sachez toujours que dans une récurrence, l'étape la plus cruciale, je dirais, c'est celle d'identifier pertinemment quelle est la propriété qu'il faut démontrer. Ok. Maintenant, avec cette agréable propriété, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, vous le savez très bien, il faut faire l'initialisation. Et donc, l'initialisation, je l'écris, initialisation. Je démontre donc, je vérifie si vous préférez, P de 0. Pourquoi P de 0? Parce que je crois que la suite commence à n égale à 0. On connaît U0, c'est 1,8. D'accord? Donc ça, c'est 1 inférieur ou égal à 1,8, inférieur ou égal à 2. Visiblement, c'est vrai. D'accord? Donc, la récurrence est initialisée. Deuxième chose, l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, cette fois-ci, je dois montrer à partir de P de n, la propriété P au rang, n plus 1. Donc, par hypothèse de récurrence, je suppose P de n vrai, je me permets de l'écrire en majuscule, au rang n. D'accord? Donc, je vous rappelle, à la propriété P de n, c'est du coup un 1 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. Vous n'avez pas besoin de le réécrire, donc je vous le mets juste entre crochets. C'est juste pour vous rappeler que c'est ça la propriété P de n. Mon but est de... Excusez-moi, j'ai mis un accent pour rien. Est de montrer P de n plus 1. Alors, c'est qui P de n plus 1? Je vous l'écris ici. C'est 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 2. Super. Donc, maintenant que j'ai marqué ici celui qui est mon objectif, je vais pouvoir procéder à la preuve elle-même. Et donc, je vais commencer par ce que moi je sais, c'est-à-dire que 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. Et maintenant, je vais faire que des passages pour essayer d'obtenir U de n plus 1, compris entre 1 et 2. Alors, je vous rappelle que la suite est définie comme étant égale à 2 divisé par 3 moins un. Donc, il va falloir que je fasse des passages un peu dangereux, mais ce sont des passages que nous avons déjà vus ensemble. Donc juste pour rappel, hein, un plus 1, c'est égal à 2 divisé par 3 moins un. On est bien d'accord ou pas? Oui? Bon. Alors, première chose, du coup, je vais ici tout multiplier fois moins 1. Si j'effectue ce passage, je me retrouve avec moins 1 fois 1. Inférieur ou égal? Non, parce que j'ai multiplié fois un négatif. Du coup, j'inverse le sens de l'inégalité. Moins 1 fois un, supérieur ou égal à, du coup, 2 fois moins 1. D'accord? Et ça, c'est une équivalence. J'écris ensuite d'autres équivalences. Hein. Super. Ça me donne moins 1 supérieur ou égal à moins un, supérieur ou égal à moins 2. Alors, juste, je vous la réécris, mais du coup, je vais remettre les inégalités du bon côté. D'accord? On préfère toujours faire l'autre côté. Mais c'est pareil, hein, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Donc là, je vais juste me remettre à réécrire. Moins 2, inférieur ou égal à moins un,
inférieur ou égal à moins 1. D'accord? J'ai juste réélu la même chose de l'autre côté. Inès, je te vois dubitative. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que ici j'ai lu que c'était moins UN. Je suis en train de récréer petit à petit UN plus 1. Donc j'ai multiplié fois moins parce que je veux retrouver ça à la fin. Du coup, la chose que je fais maintenant, c'est de rajouter 3. Et si je rajoute au 3, bah du coup ça va me donner, si je fais plus 3 partout, bah du coup là je me retrouve avec, alors moins 2 plus 3 ça fait 1, inférieur ou égal à 3 moins UN, parce que j'ai rajouté 3, hein. Inférieur ou égal à moins 1 plus 3, ça fait... Pas tous ensemble, hein? Oui, 2. D'accord? Ce qui est fort agréable. Ok. Mais, petit problème, je vous rappelle que 3 moins UN, il se trouve, hélas, au dénominateur. Et là, 3 moins UN, il ne se trouve pas du tout au dénominateur, il se trouve au numérateur. Donc, il va falloir que je fasse l'étape de l'inversion. Alors, cette étape-là, du coup, ça consiste à tout inverser. Inverser, ça veut dire passer le numérateur au dénominateur et le dénominateur au numérateur. Donc, le 1 qui se trouve là, bah, il y avait un 1 au dénominateur. Ça, il y avait un 1 au dénominateur. Et là, il y avait visiblement un 1 au dénominateur. Donc, ce que je fais, c'est que j'inverse tout. Et quand j'inverse tout, bah, du coup, je me retrouve avec. Alors, ici, c'est 1 sur 1, parce que quand j'inverse, bah, ça reste comme ça. C'est même numérateur, même dénominateur. Ça devient 1 divisé par 3 moins UN. Et ça devient 1 demi. Ok? Mais attention. Les sens de l'inégalité, encore une fois, ils doivent bouger. Oui, Lola? Moi, j'avais directement tout divisé par 2 et après j'ai inversé. Il n'y a aucun problème. Ça va marcher quand même. Très bien d'ailleurs. D'accord? La raison pour laquelle j'inverse les sens des inégalités, ça c'est une parenthèse, hein, c'est que, bah, je pense que vous le savez très bien, hein, si vous avez comme inégalité 2 inférieur que 5, bah vous savez également que si je fais le même passage, ça va me donner 1 demi et de l'autre côté c'est 1 cinquième. Mais entre 1 demi et 1 cinquième, lequel est le plus petit? 1 cinquième. Donc vous voyez, il faut vraiment inverser le sens de l'inégalité. Pensez toujours à un exemple pratique pour savoir si vous devez inverser ou pas le sens de l'inégalité. Bon, ici du coup j'ai inversé le sens de l'inégalité et maintenant, comme le suggérait Lola, je vais multiplier fois 2, ce qui est l'étape la plus simple, parce que multiplier fois 2, ça ne change pas les inégalités. Du coup ici je me retrouve avec 2 supérieur ou égal à 2 divisé par 3 moins UN, supérieur ou égal à 1. Et ça, j'ai tout à fait le droit de le réinverser, autrement dit de effectuer la lecture de droite vers la gauche. Et encore une fois, hein, ça c'est vraiment juste une rélecture, donc il n'y a pas vraiment de passage mathématique. Du coup, ça me donne comme résultat final 1 inférieur ou égal à, et ça c'est du coup UN plus 1, hein, bien sûr, inférieur ou égal à 2. Et ça c'est jackpot, parce que c'est exactement ce que je voulais obtenir. Et évidemment, n'oubliez pas de mettre les équivalences un peu partout, hein, à chaque passage. Parce qu'ici, on a effectué que des équivalences. Excusez-moi, j'en rajoute un peu. Voilà. Donc, vous voyez, on est passé de ça à ça avec des équivalences. Donc, voilà, j'ai montré ma propriété U2N plus 1. J'espère que vous voyez bien derrière moi. Oui? Super. Bon, ça c'était l'hérédité. Je sais, j'avoue, c'était un peu long, hein, mais c'est vraiment ce n'est pas une preuve difficile, vous voyez. Ce qu'on a fait, c'était de procéder par ligne droite. On voulait un truc, et juste en faisant des passages à chaque fois qui sont des passages normaux, hein, il n'y a pas vraiment d'idée géniale ou sortie du chapeau très lointaine de ce qu'on est habitué à faire. Bah, on y est arrivé. D'accord ? Donc, je termine par la conclusion. Et comme on en a vu pas mal de conclusions ces derniers temps, je vous demanderai de juste l'écrire par vous-même, parce que sinon, ça va me prendre un peu trop de temps. Surtout qu'après, on a une deuxième récurrence à faire. D'accord? Bon.
D'ailleurs, regardons un peu quelle est cette deuxième récurrence. La deuxième récurrence, c'est de démontrer que la suite UN, elle est décroissante. Décroissante. Alors, pour montrer qu'elle est décroissante, du coup, je vais répéter le même schéma. Donc, je vais prendre tout ça, et grâce à la puissance de l'ordinateur, je me récopie les mêmes étapes. D'accord? Sauf que cette fois-ci, du coup, je vais modifier, évidemment, hein, ce que je veux démontrer. Alors, P de n, cette fois-ci, ce n'est plus le fait que la suite, elle est bornée, mais c'est autre chose. C'est le fait que la suite, elle est décroissante. Ça veut dire que, du coup, UN plus 1, ça doit être inférieur ou égal à UN. Très important, évidemment. Donc, ici, je me change tout, sauf, évidemment, les phrases en français, hein. Et donc, je commence par l'initialisation. Ça veut dire quoi l'initialisation? Ça veut dire que je dois vérifier P de 0. P de 0, c'est donc le fait que U1 est inférieur ou égal à U0. Donc, il va falloir que je calcule U1. Alors, U1, c'est qui? Bah, du coup, ça va être... Je vous rappelle, le début, c'était U0, pardon, c'était 1,8. Donc, c'est 2 divisé par 3 moins 1,8. N'est-ce pas? Donc, 2, c'est 2. 3 moins 1,8, ça fait 1,2, il me semble. Oui? Non? Ça va? Et donc là, je dois juste effectuer cette opération. Alors, je crois que je peux la simplifier et de l'écrire comme 1 divisé par 0,6. Là, je ne vais pas me servir de la calculatrice pour le moment. Et 1 divisé par 0,6, c'est comme dire 1 divisé par 3 cinquièmes. Donc ça fait 5 tiers. Et 5 tiers, c'est approximativement égal à 1,6. En fait, c'est la vraie valeur exacte, c'est 1,66666, comme ça. D'accord? Alors, j'ai fait quelques passages très rapides. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'aviez pas trouvé. Malek devrait nous confirmer avec la calculatrice que c'est ça le résultat. Tu peux? C'est ça? Merci. Donc, est-ce que du coup, 5 tiers, donc 1,6 périodique, est bien inférieur ou égal à 1,8? Eh bien, je pense que oui. Hein. Donc, P de 0 est vérifié. Ok? Ça va? Bon. Maintenant, évidemment, je vais effacer ce que j'avais écrit auparavant. En particulier, du coup, cette preuve-là, dont j'ai plus besoin. Pardon, hein. J'efface. Ok, donc, le schéma est le même. Hein. Par hypothèse de récurrence, je pose P de n vrai au rang n. Mon but est de démontrer P de n plus 1. C'est qui P de n plus 1, du coup, ici? P de n plus 1, c'est UN plus 2 inférieur ou égal à U de n plus 1. Ok? Et ce que vous avez supposé, encore une fois, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Voilà. Rappel, vous savez toujours que UN plus 1, elle est obtenue à partir de UN comme 2 divisé par 3 moins UN. Et donc, là, c'est vraiment une preuve super simple, paresseuse, tranquille. Je vais juste essayer de commencer avec U de n plus 1 inférieur ou égal à UN et de conclure avec P de n plus 1, juste en exploitant cette définition. Eh bien, j'ai fait que juste des passages pour me réécrire ça. Donc, les passages que je fais, ce sont les mêmes, en fait, de la preuve précédente, quasi pareils. Donc, la première chose que j'avais fait, c'est de multiplier fois moins 1. D'accord? Donc là, je vais avancer un peu plus rapidement parce que vous l'avez déjà vu, hein, globalement. Donc, j'ai multiplié fois moins. Donc, ça me fait moins UN plus 1 supérieur ou égal à moins UN. Si et seulement si, je vais écrire du coup plus 3. 3 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à 3 moins UN. Super. Si et seulement si, je vais inverser. Et donc, j'écris 1 divisé par 3 moins UN plus 1. Et de l'autre côté, c'est 1 divisé par 3 moins UN. Et au milieu, du coup, j'inverse encore une fois le sens de l'inégalité et j'écris inférieur ou égal comme ça.
Et là, j'ai quasiment terminé car il suffit d'écrire encore une équivalence et de multiplier tout ça fois 2. Et je me retrouve avec 2 divisé par 3 moins UN plus 1 inférieur ou égal à 2 divisé par 3 moins UN. Or, qu'est-ce que j'ai situé à ma droite de cette inégalité du coup? J'ai exactement UN plus 1, alors que à ma gauche, j'ai situé exactement U de N plus 2. Tout cela, encore une fois, que avec des équivalences. Je vous montre tout le schéma. Et évidemment, j'ai exploité cette définition de la suite juste là. D'accord? Ok? Par rapport du coup à l'échauffement, je vois que là, ça a été utile la correction parce que je vous vois intéressé. Si vous êtes en train de penser, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais tout seul, détrompez-vous, vous y arriverez bientôt. Là, vous ne me croyez pas du tout, mais si vous voulez, je vous le mets par écrit. Ça s'apprend, comme plein de choses. D'accord? D'accord, Ange? Cet étirement de souffrance, Ange, vraiment, c'est un classique. Ça va arriver, vraiment, ça va venir. Ok, donc pour votre plaisir, je vous écris cette fois-ci la conclusion. D'accord? Conclusion, la propriété P de N est donc initialisée et héréditaire. Attention à ceux qui m'écrivent, la condition elle est initialisée et héréditée. Non, elle est héréditaire, d'accord, c'est un adjectif. Héréditaire. Point. Par, ou grâce si vous préférez, par le principe de récurrence, elle est donc vraie pour tout n appartenant à n naturel, entier, positif du coup, parce que on l'a démontré pour tout n supérieur ou égal à 0. D'accord? D'ailleurs, l'initialisation était à n égale à 0. Inès? Non. Et bon, comme je l'ai écrit et que ça me coûte rien, je vais juste faire un petit copier-coller. Du coup, alors, excusez-moi, j'ai un peu tout défait. Juste pour me la mettre à la fin de la preuve précédente, juste là. De toute façon, la conclusion là, vraiment, c'est littéralement un copier-coller, d'accord? Excusez-moi. Voilà. Ok. Donc ça, ce sont les deux récurrences de l'exercice. Ok? L'une à côté de l'autre, comme elles sont jolies. Bon, ça c'est la partie difficile qui est terminée. Maintenant, on va faire la partie facile. Parce que la troisième question est vraiment simple. Et vous devrez pouvoir me dire pourquoi la troisième question elle est simple. Pourquoi on peut conclure sur la convergence de UN? Question 3. La convergence de UN. Qu'est-ce que je sais, moi? Que 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 2, première chose, et que UN est visiblement décroissante, c'est ce qu'on a montré. Mais alors, qu'est-ce que je peux conclure? Que UN est converge vers 1. Pourquoi vers 1? Parce que elle est décroissante et elle sera toujours supérieure ou égale à 1. C'est vrai, mais tu pourrais aussi avoir une convergence vers 1,1 ou vers 1,01. Donc, tu ne peux pas encore être sûr à 100% que ce soit 1. Par contre, tu es sûr qu'elle va être convergente parce qu'elle est décroissante et parce qu'il y a une borne inférieure, autrement dit, la suite, elle est minorée. Il y a quelque chose qui la coince et ce quelque chose, c'est le niveau 1, la hauteur 1. Donc, elle va diminuer. Elle pourrait aussi s'arrêter à 1,01, 1,0001, t'en sais rien. C'est pour ça que d'ailleurs la quatrième question, ce sera une conjecture et pas une preuve. Mais ce qui est vrai, c'est que effectivement, on est sûr qu'elle est convergente à 100%. Et si Hichem a arrêté d'écrire avec son téléphone portable à exactement 3 mètres de distance,
C'est-à-dire que peut-être que tu penses que je suis vraiment débile et j'espère mériter un peu plus que ça. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Donc, le théorème que j'utilise pour faire cette déduction, c'est grâce au théorème des suites monotones, théorème que je vous rappelle nous avons vu ensemble, que je peux conclure que UN, la suite, est convergente. Et ce qui est cool, c'est qu'il faut juste cette petite phrase. Grâce au théorème des suites monotones, UN est convergente. Point. Et pourquoi je vous disais, quand je vous ai appris le théorème des suites monotones, je vous ai dit ça c'est le terme le plus efficace de l'année. Parce que très souvent dans le bac, au sujet écrit, vous avez cette question-là. Conclure que la suite elle est convergente ou pas. D'accord? Et le théorème des suites monotones, pour vous donner le point associé à la question, il suffit de le citer. Alors il faut dire évidemment tout ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire que je sais que 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 2, et d'ailleurs pour tout n appartenant à n. Je sais que UN est décroissante, et c'est grâce à ces deux choses-là ensemble que je peux affirmer que grâce au théorème des suites monotones, la suite UN est convergente. Vraiment, c'est super important, mais le bon côté, c'est qu'après, il suffit de dire cette phrase pour terminer et avoir le point. C'est bien. Vraiment, c'est bien. Nadrada, une question? Ça veut dire quoi, c'est... Convergence. Pardon, parfois j'utilise des abréviations pour gagner du temps. Ok, dernière partie, du coup, c'était le jeu avec la calculatrice. Alors, j'ai malheureusement, sur mon ordinateur, j'ai seulement une simulation de la Casio. J'espère que les personnes qui ont la TI, vous devriez avoir la même chose exactement pareil. D'accord? Alors, comment on fait? Parce que ici, je vous rappelle la question, c'était conjecturer avec une calculatrice. Ça va, je peux continuer? Je vous dérange, peut-être? Conjecturer avec une calculatrice la limite de la suite. Alors, je prends la calculatrice. Vous arrivez tous à lire, j'espère. Et je vais aller sur, sans beaucoup de fantaisie, le menu récurrence. Récure. Voilà. J'y vais et il me dit récursion et il me dit AN plus 1, BN plus 1, C de N plus 1. Si vous avez un modèle plus récent, peut-être que ce sera une mise en page légèrement différente, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc, je vais sélectionner n'importe laquelle des trois, disons AN plus 1. Et comme vous avez remarqué, il me dit tout de suite une erreur parce que je me suis trompé, effectivement. Ce qu'il faut faire, du coup, c'est directement écrire. Nous, on sait quoi sur notre suite UN plus 1? On sait que, c'était pas ça, que la suite c'est 2 divisé par 3 moins UN. Du coup, c'est ça que je vais écrire. Je vais mettre 2 divisé par, parenthèse, 3 moins. Alors, du coup, il n'y a pas UN, parce que d'ailleurs, cette suite-là, lui, il l'appelait AN plus 1. Et du coup, ce ne sera pas UN, ce sera AN. Et vous la trouvez où, AN? Elle est déjà écrite juste ici, vous la voyez, en bas. Donc, je fais F2 pour écrire AN. Et ensuite, je ferme la parenthèse. Là, j'appuie sur exe. Et là, on devrait avoir des résultats. Mais avant de passer aux résultats, vous allez sur le menu set. Set, ça veut dire en anglais, non, ça veut pas dire set, le nombre. Mais ça veut dire réglage. D'accord? D'où setting, d'ailleurs. Donc, si j'y vais, il va me dire start end A0, B0, C0. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors déjà, allons sur A0. Ça, c'est le premier terme. Et le premier terme, il faut qu'on le spécifie, c'est 1,8, je vous le rappelle. N'est-ce pas? La deuxième chose, c'est start end. C'est-à-dire que, en gros, vous dites à la calculatrice, calcule-moi les éléments de la suite du 0 jusqu'au... Et bon, là, c'est jusqu'au 5e, mais moi, je vais aller un peu plus loin parce que je dois conjecturer une limite. Donc, je vais mettre jusqu'au 100e élément. Au moins, j'aurai une meilleure vision, en fait, de l'évolution. D'accord?
Ça va? Je reviens en arrière du coup. Et je vais sur table. Et quand vous allez sur table, du coup, regardez, on a... Quoi? Toi, tu as un graphique? Ah bah parce que tu as un modèle avancé. Normalement, dans le menu précédent, tu devrais avoir table. D'accord. Si vous avez les deux, c'est tant mieux pour vous. C'est que, en fait, cette simulation-là, c'est sur une vieille calculatrice. Hein. C'est la Graph 85. Donc, regardez ce qu'on obtient quand même. Alors, pour n égale à 0, on a 1,8, ce qu'on savait déjà. Pour n égale à 1, on a 1,6666666, ce qu'on savait déjà. Et ensuite, on a 2, 3, et regardez la valeur du coup. Ça tend effectivement vers... Regardez, à partir de U16, excusez-moi, oui, de A16, parce que c'est ça qu'on a dit dans cette calculatrice, mais c'est U16, hein, la suite, notre suite. Il y a tellement de décimaux qui sont... ici, vous voyez dans le tableau, il compte jusqu'au quatrième chiffre après la virgule. Et donc, après 1,0001, bah, il met tout simplement 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Regardez. Et sur là-dessus, il y a... Oui, effectivement. Ah, pardon, la réponse du coup, c'est que ça, du coup, sa limite, c'est 1. D'accord? La limite de la suite, du coup, la limite de la suite UN, on conjecture que c'est... Donc, UN tendra vers 1. Ça, c'est une conjecture, hein, on n'est pas certain. Ok? Mais c'est ça qu'on demandait, donc pour moi, c'est déjà suffisant. Bon. Maintenant, cet exercice-là. D'accord? La suite, c'est cette fois-ci P de 1 égale 1 et P de n plus 1 égale, du coup, à 0,5 Pn plus 0,4. C'est une suite fort simple qui ne présente pas un comportement trop bizarre. Voilà, je pense que c'est assez... c'est courte en plus, oui. On peut toujours écrire ça. Non, c'est juste que moi je me l'écris parce que comme j'ai pas le texte visualisé, je fais un résumé du texte du sujet en fait pour toujours avoir toutes les informations clairement identifiées. Et la propriété P de n, attention, hein, c'est P majuscule cette fois-ci, hein, c'est pas le même P du tout. La propriété c'est P petit du coup, P de n, ça doit être toujours, j'ai déjà oublié, supérieur à 0,8. Voilà, super. Maintenant, faisons la preuve. Alors, l'initialisation, du coup, on l'a fait cette fois-ci pour n supérieur ou égal à 1. Donc, on choisit de vérifier P de 1. Alors, P de 1, c'est qui, du coup? Bah, c'est P1 supérieur à 0,8. Or, P de 1, c'est 1. Et donc, on a 1 supérieur à 0,8. Donc, P de 1 est vrai. Super. Ensuite, l'hérédité. Et ça, heureusement, c'est une hérédité plutôt simple. Hein. J'espère que vous en conviendrez. Alors, le schéma est toujours le même. L'hypothèse de récurrence, c'est le fait que P de n est vrai au rang n. Autrement dit que on va supposer que je sache que P de n est supérieur à 0,8. Et ensuite, mon but, c'est de démontrer que P de n plus 1 est aussi supérieur à 0,8. Donc, cette fois-ci, je ne me l'écris même pas parce que, voilà, on en a fait plusieurs. Et ce que je vais faire, du coup, c'est juste les passages. Autrement dit, je commence ici et je me dis, bah, je sais que P de n est supérieur à 0,8. Et je dis, si et seulement si, je multiplie tout cela. Vous avez fini? Je dis que ça c'est vrai si et seulement si 0,5 fois P de n est supérieur à 0,5 fois 0,8. Alors, ça serait écrit comme du coup 0,5 Pn supérieur à... Alors, 0,5 fois 0,8, c'est 1,5 fois 0,8, donc ça va faire 0,4. Et donc, dernier passage, je rajoute à gauche et à droite plus 0,4 et j'obtiens
0,5 P de n plus 0,4, qui est exactement P de n plus 1. Donc, je peux déjà commencer à l'écrire. Supérieur et supérieur. Si et seulement si et si et seulement si. Et ça, c'est du coup 0,4 plus 0,4, ça fait 0,8. Donc, j'arrive précisément à ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire la propriété au rang n plus 1. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou ça va? Ok. Donc ça, c'est la preuve. Et donc, vous pouvez conclure par la petite phrase d'habitude. Conclusion. Conclusion. La propriété... Ah, vous savez quoi? Je suis paresseux, vraiment paresseux. Je l'ai encore ici. CTRL-C. Je me mets là. Coller. Voilà. La propriété P de n est donc initialisée et héréditaire par le principe de récurrence. Je dois quand même faire une petite modification. Elle est vraie, non pas pour tout n appartenant aux nombres entiers naturels positifs, du coup, mais cette fois-ci, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Bravo. Donc, attention à le spécifier, ça c'est important. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la deuxième question de l'exercice, c'est-à-dire démontrer, je suis là, hein, démontrer que la suite est décroissante. Et il nous demande, enfin, il ne nous demande pas de le faire par récurrence, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre façon de le faire. Et donc là, je vous montre cette façon. Croyez-moi, ce n'est rien de compliqué, il suffit juste d'écrire des choses qui sont tout le temps vraies. Alors, le but, en fait, que vous avez, c'est démontrer que la suite P de n est décroissante. Autrement dit, ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, vous devez avoir que P de n plus 1 est strictement, excusez-moi, c'est inférieur ou égal à P de n. Ça, c'est l'affirmation mathématique. La suite P de n est décroissante. Hein, c'est exactement la même chose que j'ai écrit ici. Bon. Si on est d'accord là-dessus, essayons d'écrire tout le temps des choses qui sont vraies. Donc, je commence par cette écriture-là. P de n plus 1 inférieur ou égal à P de n. Et regardez ce que je fais. Alors, j'écris que du coup, ça c'est vrai, si et seulement si. Bah, P de n plus 1, c'est qui? Bah, c'est 0,5 P de n, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Plus 0,4. On est d'accord. Inférieur ou égal à P de n. Bon. Mais en même temps, et ça c'est encore une fois, hein, ça c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1, parce que je suis en train de réécrire la chose qui est marquée en haut. Mais du coup, c'est aussi vrai toujours pour tout n supérieur ou égal à 1. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez oublier de l'écrire pendant quelques temps et le réécrire juste à la fin. Bah, ça, regardez, j'ai deux fois un terme qui contient P de n. Bah, autant le rassembler. Pourquoi pas? Donc, je vais porter ce terme-là de l'autre côté pour pouvoir le rassembler avec le P de n qui se trouve à droite. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste là? Bah, j'ai écrit que du coup, ça c'est si et seulement si. Et là, j'ai du coup 0,4, cette fois-ci, il est tout seul à gauche, inférieur ou égal à P de n, qui était déjà à droite, moins 0,5 P de n. Mais P de n moins 0,5, la même chose, P de n. Ça fait combien? Pardon, Inès? Alors, pas moins 0,5. Si tu fais 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc là, c'est la même chose, mais fois P de n, parce que ça, c'est P de n fois 1, moins 0,5 fois P de n. Donc, tu trouves comme résultat, tout simplement, inférieur ou égal à 0,5 P de n. OK? Mais alors, déjà, moi, je mets ici un si et seulement si. Là, je rappelle encore une fois que ça, c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Et maintenant, regardez un peu ce qu'on a ici. Là, c'est marqué 0,5 et là, c'est marqué P de n. Laissez-moi donc juste prendre ce 0,5 là et le porter et le passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Bah, je peux écrire du coup que ça, c'est si et seulement si. 0,4 divisé par 0,5,
inférieur ou égal à P de N. Et ça veut dire quoi 0,4 divisé par 0,5? Ça fait combien? Personne ne le voit? 0,8. Exactement, mais c'est parce que tu viens de taper la calculatrice, Inès. Tu peux aussi le voir sans calculatrice. Parce que quand tu sais que, quand tu as par exemple, je sais pas moi, 7 divisé par 0,5, ça fait combien? Ça fait 14. Parce que quand vous divisez par 0,5, en fait, vous doublez le numérateur. Mais si je double le numérateur ici dans mon exemple, ça fait combien? 0,4 doublé, ça fait? Voilà. Donc 0,8 inférieur à ou égal à P de N. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette dernière ligne que nous avons écrite? C'est la propriété qu'on a montrée par récurrence il y a 5 minutes. Cette propriété-là. Celle-là. P de N, c'était exactement celle-ci. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On est passé, du coup, d'un truc qui est vrai parce qu'on vient de le montrer par récurrence, et je tiens à préciser, hein, ce truc qui est vrai parce qu'on l'a montré par récurrence, c'est celui-là. À travers une série de si et seulement si, on est arrivé à, du coup, montrer que ça et ça sont exactement la même chose, car ils sont équivalents. Donc, grâce à ce que j'ai montré dans la preuve par récurrence, je peux affirmer que la suite, elle est aussi décroissante. Vous voyez, de la propriété de la récurrence, j'ai déduit que la suite était aussi décroissante. Avant que tu me poses la question, il y a seulement une toute petite chose qu'il faut remarquer. Moi, dans la preuve par récurrence, en effet, je vais démontrer un truc légèrement différent. Je vais montrer que P de N était strictement supérieur à 0,8. Vous vous rappelez? Ici, ce que j'ai écrit, c'est supérieur ou égal. Donc, la seule chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est une petite modification. À la place d'avoir du coup le supérieur ou égal, vous allez juste modifier ici et de faire partout des égalités simples. D'accord? De toute façon, ça va marcher quand même. Parce que une suite qui a cette propriété-là, du coup, P de N plus 1 inférieur à P de N, c'est une suite qu'on appelle strictement décroissante. Donc, elle est aussi décroissante. En fait, c'est mieux, c'est encore mieux que la propriété précédente. Ce qui est, pour moi, encore plus de gagné. D'accord? Donc, pour que ce soit clair, du coup, hein, c'est cette propriété-là, du coup, qu'on a démontré être équivalente à celle d'au-dessus. C'était ça que tu voulais dire, Lucas? Non. Non, c'était quoi alors? Si on arrive avec, par exemple, 0,4 inférieur à P2, c'est bon. Genre, si tu utilises 0,8, c'est bon. Comment tu y es arrivé? Non, mais. Non, parce que du coup, je crains qu'il y ait une piste d'erreur de quelque chose. Oui, je sais. Ah. Mais si. Ah, si jamais dans un univers hypothétique, si on était arrivé à P de N supérieur à 0,4, hein, Oui, c'est bon quand même. bah, alors, si tu es arrivé à démontrer que le fait de la décroissance ici était équivalent à ça, donc à P de N supérieur à 0,4, toi, techniquement, tu sais pas que P de N est toujours supérieur à 0,4. Donc, tu peux pas conclure que c'est vrai du coup. Tu vois, ce raisonnement-là marche parce que moi, je sais que ça, c'est vrai et que du coup, ça, c'est vrai. Mais si, ici, tu n'as pas quelque chose que tu es certain qui est vrai, si tu arrives à quelque chose d'équivalent, mais dont tu es pas sûr que c'est vrai, bah, du coup, tous les engrenages sont cassés. Le raisonnement ne marche plus. D'accord? Mais on peut pas mettre comme avant, genre 0,4 supérieur, enfin inférieur à 0,8. Du coup, là, ça t'aide pas. Ça ne t'aide pas parce que tu es juste en train de dire que si ça c'était vrai, alors tu aurais aussi cette inégalité-là. Mais toi, tu sais pas que c'est vrai. Et donc, pour conclure l'exercice, la dernière question, c'était est-ce que la suite P de N, elle est convergente? Pour répondre, réalisez les questions précédentes. Vous savez, petit 1, que P de N est décroissante. On vient de le démontrer. Mais vous savez
aussi que, petit 2, P de n est supérieur à 0,8 pour tout n supérieur ou égal à 1. Mais alors, si vous avez ces deux informations-là, est-ce que vous pouvez terminer par une conclusion? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez terminer par une affirmation de la suite convergente ou divergente? Ou rien du tout? Quel théorème avez-vous à disposition? Suite monotone. Donc là, vous me faites une petite phrase. Par le théorème des suites monotones, j'en déduis que P de n est convergente. Encore une fois, remarque, c'est avec ces trois lignes-là que vous obtenez tous les points sur la question C. Et ça, c'est un vrai sujet de bac. Donc, c'est exactement ça qu'ils veulent. Et c'est super parce que c'est très rapide à faire, vous voyez. Après tout le travail sur la question A et B, la question C, c'est un cadeau, c'est cerise. D'accord? C'est vraiment super efficace pour faire des points facilement. Et je vous dirai encore plus. Imaginez que vous n'avez pas réussi la question A ni la question B. L'exercice, il vous dit pas, il vous pose pas la question est-ce que la suite elle est décroissante? Non, 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 il vous dit de le démontrer. C'est-à-dire que c'est vrai, vous devez le démontrer. Donc en fait, si vous n'êtes pas arrivé à faire la question A, c'est-à-dire démontrer par récurrence que P de n est tout le temps supérieur à 0,8, si vous n'êtes pas arrivé à démontrer que la suite P de n est décroissante, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même donner cette réponse et avoir tous les points sur la question C. Vous voyez la logique? En fait, la question C, vous pouvez y répondre même si les questions qui vous permettent de faire le raisonnement complet ne sont pas bien répondues. Et ça, c'est bien. C'est des points faciles à faire. Donc, petite chose à souligner, quand vous lisez une question déterminée si la suite elle est convergente, regardez toujours si c'est une application du théorème de suite monotone. Très souvent, c'est le cas. Très, très, très souvent. Ok, on est bon? Bon, ok. Non. Donc, maintenant, vous me faites ces deux exercices-là, s'il vous plaît. 88. Alors, soit la suite UN définie par U0 égale à moins 2 et pour tout antinaturel, UN plus 1 égale à 1 demi UN plus 1. Bon. Je vais me servir de l'exercice précédent parce que ça lui ressemble beaucoup. Du coup, ici, la suite, c'est 1 demi UN plus 1. Ça, c'est 1 demi UN plus 1. Corrigez-moi si je me suis trompé. C'est ça, non? U0 égale à moins 2. La propriété que je veux démontrer, c'est que UN, c'est supérieur ou égal à moins 2. Non. Non, c'est inférieur ou égal à 2. C'est ça? Ok. Pour tout n supérieur ou égal à 0 cette fois-ci. Ok. Du coup, l'initialisation, c'est P de 0. Et P de 0, du coup, c'est U de 0 inférieur ou égal à 2. Ok. Visiblement, comme U0 est égal à moins 2, on sait que moins 2 est encore inférieur ou égal à 2. Donc, la propriété au rang 0 est vraie. Youpi! L'hérédité. Cette fois-ci, donc excusez-moi, hein, j'efface un peu mon exercice précédent. Cette fois-ci, du coup, je veux démontrer la propriété P de n plus 1. Ça, c'est mon but. Donc, le but, c'est P de n plus 1, c'est-à-dire U de n plus 1 inférieur ou égal à 2. Je vais essayer de la démontrer donc à partir de ce que j'ai supposé être vrai, donc U de n inférieur ou égal à 2. Je vais commencer par effectuer une multiplication fois 1 demi, ce qui va me donner, mais ça je pense que j'ai quasiment vu tout le monde qui l'a bien fait. Donc ça c'est 1 demi UN inférieur ou égal à 2 fois 1 demi, ça fait 1. Et ça c'est une équivalence.
Ensuite, je vais additionner 1 partout. Et donc, je trouve 1 demi UN plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 1, ça fait 2. Or, j'ai écrit des équivalences. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est pile poil UN plus 1 inférieur ou égal à 2. Encore une fois, j'ai réécrit la même chose. D'accord? Donc, la propriété P de N est initialisée et héréditaire. Et grâce au principe de récurrence, elle est donc vraie pour tout N supérieur ou égal à 0 dans ce cas-là, bien sûr. Donc, ça, c'était pour la première question. Hein. Je vous la laisse afficher encore un instant. Mais je pense que vous l'avez quasiment tous bien fait. OK. La deuxième question était de démontrer, et attention, hein, dans la deuxième question, il était assez intéressant la façon dont la question était posée. Hein. Il disait en déduire que la suite UN est croissante. En déduire, ça veut dire que à partir de la conclusion de la question précédente, vous pouvez effectuer quelques passages pour arriver facilement à la conclusion que la suite elle est croissante. Alors, quels vont être donc mes passages? Alors cette fois-ci, du coup, je compare clairement à l'exercice précédent parce que c'est vraiment très similaire. C'est-à-dire que le but maintenant, c'est de démontrer que U de N plus 1 est supérieur ou égal à UN. C'est ça, être croissante. OK? OK. Donc, je vais écrire encore une fois une série de équivalences. Alors, je sais que U de N plus 1, c'est 1 demi UN plus 1 supérieur ou égal du coup à UN. Alors, je remarque que UN et UN, ils sont présents à gauche et à droite, donc je vais les rassembler. Si je les rassemble, eh bien, je vais prendre ce morceau-là et je vais le passer de l'autre côté. Autrement dit, je vais faire si et seulement si. Le 1, il reste tout seul ici, supérieur ou égal à. Le UN qui était à droite, il reste là-bas, moins 1 demi UN. Mais combien ça fait UN moins 1 demi UN? Exactement. Donc ça, c'est 1 supérieur ou égal à 1 demi UN. Et là, une dernière équivalence me permet de conclure que ce 1 demi là, eh bien, je peux le prendre et le porter de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, je multiplie tout ça fois 2. Et donc, je trouve 2 supérieur ou égal à UN. Or, ça, je sais que c'est vrai. C'est grâce à la question numéro 1. Et du coup, en remontant dans les passages, j'en déduis que celle-là, elle est aussi vraie. Vous voyez pourquoi la question était de en déduire quelque chose, hein? C'est parce que c'est littéralement ce que je fais. Grâce au fait que je pouvais affirmer avec certitude que ça c'était vrai, alors celle-là elle est aussi vraie. C'est ça la déduction en fait. C'est vraiment ça. Ok. Très bien. Conclure sur la convergence de la suite UN. Ah bah rien de plus simple maintenant. Parce que moi, qu'est-ce que je sais du coup? Je sais que petit 1, UN est une suite croissante. Petit 2, je sais que UN est tout le temps inférieur ou égal à 2. Déduction logique. Ces deux affirmations vérifient du coup l'hypothèse du théorème des suites monotones. Et donc je peux dire que par le théorème des suites monotones, U de N est alors convergente. Parce que du coup, UN, elle est croissante, mais elle est aussi majorée par 2. Donc, elle est obligée de se coincer quelque part et avoir donc une limite sans plus de doute. Super. Alors, le deuxième exercice était d'un cran de difficulté supérieur et je peux affirmer avec une quasi-certitude que c'est un niveau de difficulté légèrement supérieur à celui qui est censé être le niveau de difficulté du baccalauréat. Donc, si vous l'avez fait, c'est tant mieux pour vous. D'accord?
J'ai dit ça parce que, alors regardez là un instant, déjà, soit UN l'a sous-défini par U0 égale à 2020, ah, ils sont sympas, ils le font avec l'année, et pour tout entier naturel, UN plus 1 égale à la racine carrée de UN. D'accord? Démontrer par récurrence que cette suite, elle est minorée par 1. D'accord? Alors ça, du coup, ça revient à faire quoi? Bah, ça revient à démontrer par récurrence. Je me fais un peu d'espace. La propriété P de n que je veux démontrer, c'est que UN, elle est minorée, donc UN est tout le temps supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la propriété. Il faut que je la montre pour tout n entier naturel. D'accord? Et quand je dois l'initialiser, c'est du coup P de 0 que je dois étudier. Et visiblement, je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Hein, 2020 est bien supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc vrai. Là, je suis en train d'écrire le moins... disons, je fais preuve de paresse, mais j'ai très peu de temps. L'hérédité, du coup, maintenant... donc l'hypothèse de récurrence, c'est le fait que U de n est supérieur ou égal à 1 au rang n. Ok? Super important. Donc, je vais essayer de prouver cela maintenant. J'essaie ça. Du coup. Et maintenant, il y a un passage crucial, et pourtant, je suis certain que vous l'avez fait sans y penser deux fois. Je suis certain qu'ici, vous avez écrit, bah du coup, ça veut dire, si et seulement si, racine de UN est supérieur ou égal à racine carrée de 1. Ceux qui l'ont fait, est-ce que vous avez fait ça? Et est-ce que vous l'avez fait en justifiant ou vous l'avez juste fait comme ça? Juste comme ça. Alors, ici, il faut apporter une justification. Parce que de ça, vous n'avez pas de garantie qui vous disent que ça c'est vrai. Pourquoi ça devrait être vrai? Oui, Lucas? J'ai pas fait ça. D'accord, t'as fait quoi alors? Moi, j'ai fait au carré, UN au carré. Oui. Du coup, tu as élevé les deux au carré? Tu vois? Tu as élevé les deux au carré? Oui. Ok, donc tu as écrit U de n au carré supérieur ou égal à 1 au carré? Ah, mais on est où? Ah non, je pas vu ça. C'était à la mauvaise question? Je suis à la question 2 là. Ok. Non, du coup non. Alors, comment la justifier celle-ci? Alors c'est important de suivre ça, du coup s'il vous plaît, soyez attentifs un instant. Ici, on est en train de étudier quelque chose qui implique la racine carrée. Et donc c'est un bon moment pour nous rappeler en fait qu'est-ce que la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, c'est une fonction qui a sa première valeur ici en 0 et qui a cette allure-là. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez étudié en seconde. Et vous savez que cette fonction-là, elle est une fonction croissante. Donc son tableau des variations, c'est celui-là. Si j'avais à le tracer. Sa première valeur, du coup, c'est 0. Elle est définie de 0 jusqu'à plus l'infini. Et du coup, elle passe de 0 jusqu'à plus l'infini. Je vous rappelle que c'était ça sa limite. Donc, elle est strictement croissante tout le long de sa vie, de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais alors, vous savez quoi? Eh bien, vous savez que U de n est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que si je devais donner je ne sais pas où il est U de n, hein, bien entendu. Mais je sais que si jamais je devais donner une représentation graphique de U de n sur le tableau des variations, oui, je dirais que ici il y a 1 et ici il y a U de n. Parce que je viens de dire que U de n est supérieur ou égal à 1. Mais alors, grâce à cette croissance, je sais aussi que la racine carrée de x, c'est-à-dire ici du coup, c'est la valeur racine carrée de un, elle est supérieure ou égale, par croissance de la fonction racine carrée, à la racine carrée de 1. Pardon? Alors, non, mais il faut faire une phrase qui est la phrase suivante. Ce dessin-là, je vous l'ai fait parce que je veux que vous compreniez exactement quelle est la logique derrière. Mais la phrase que vous avez
juste besoin d'écrire, c'est par croissance de la fonction racine carrée de x. Et cette croissance, vous n'avez pas besoin de la justifier parce que ça fait partie du cours. D'accord? Par croissance de la fonction racine carrée de x. C'est important de le dire. Et il fallait vraiment que je vous montre un exemple où c'est nécessaire de le faire parce qu'il y a d'autres exemples aussi d'exercices où c'est important de savoir faire ce type de choses. D'accord? Par contre, il est vrai, maintenant, en fait, l'hérédité, elle est terminée parce que du coup, je peux écrire si et seulement si, du coup, racine carrée de un supérieur ou égal à 1 parce que racine carrée de 1, c'est 1. Et donc, vous en déduisez que si et seulement si, du coup, un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Bingo, terminé, tout ce que vous voulez. OK? Mais, bon, après, il y a la conclusion, mais là, j'ai vraiment pas le temps, ça va sonner dans quelques secondes. N'oubliez pas de faire les exercices pour demain. Ce sont ces deux-là.